Dans cette vidéo, nous allons voir la première étape du bouclage classique, à savoir le marché du travail dans la théorie classique. Comme on l'a vu précédemment, il existe un certain nombre d'égalités comptables dans l'économie, mais on ne sait pas le sens de causalité ni le pourquoi du comment. C'est le but des théories qu'on va étudier maintenant. Donc on va raisonner à partir d'hypothèses plus ou moins fortes, comme à chaque fois, afin d'essayer de comprendre globalement comment se traduit le marché du travail dans l'économie. On va d'abord poser une première hypothèse qui est qu'on peut avoir une fonction de production agrégée. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une fonction de production agrégée? Ça veut dire que on peut confondre toutes les fonctions de production de toutes les entreprises en une seule. Elles sont toutes semblables. Qu'on prenne n'importe quelle entreprise, étant en marché en concurrence pure et parfaite, toutes ces fonctions de production sont semblables et on peut les réunir en une seule afin de faciliter l'analyse et de globaliser l'analyse. On a donc, grâce à cette hypothèse, on sait que la production dans l'économie, eh bien, elle est fonction de deux facteurs, le travail et le capital, N et K. Maintenant, pour les classiques, il s'agit d'un modèle d'offre, c'est-à-dire que c'est cette fonction de production, F de NK, qui va entraîner ensuite la consommation, l'investissement et les dépenses de l'État, et qui va établir leur répartition. C'est un modèle d'offre, on va de l'offre vers la demande. Toute l'offre sera toujours prise par la demande, c'est les conditions des lois de Say. Il n'y aura jamais de surplus de production parce que tout sera toujours écoulé dans cette théorie. Deuxième hypothèse qu'on va placer, on va dire qu'on raisonne à court terme. Ce qui signifie que ça va avoir un impact sur le capital. On sait calculer les variations d'une fonction à deux variables, mais c'est particulièrement fastidieux et on n'a pas spécialement envie de s'en occuper pour le moment parce que ce n'est pas très important. On va donc dire qu'on raisonne à court terme et qu'à court terme, le capital, il est fixe. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, on va simplement dire que le capital à une période t, eh bien, c'est égal au capital de l'année d'avant, donc à t-1, plus l'investissement réalisé pendant cette période t-1. Et ça, on peut même dire que le capital d'une année t, c'est l'investissement réalisé en t-1 plus l'investissement réalisé en t-2 jusqu'à l'année de départ. Ça nous permet d'avoir un capital fixé. C'est-à-dire que le capital ne sera pas impacté par les investissements réalisés durant la période courante. Une entreprise va pouvoir investir, certes, pendant la période courante, mais ça ne va pas augmenter son stock de capital. Son stock de capital est figé, c'est-à-dire qu'une entreprise achète une machine et elle laisse cette machine dans le carton jusqu'à l'année prochaine. Si on imagine là qu'une entreprise achète un local aujourd'hui, à l'heure où on va regarder la vidéo, eh bien, ça sera l'année prochaine, au 1er janvier de l'année prochaine, qu'elle pourra utiliser ce nouveau local. On a donc finalement que y, c'est égal à une fonction qui dépend de n et de k figé, autrement dit on a f de n. F de n est une fonction à une seule variable, c'est donc beaucoup plus simple pour l'analyser, sans passer par tout ce qui est gradient et autres mathématiqueries un peu particulières. Voilà, les premières hypothèses sont posées. Maintenant, on aimerait savoir à quoi ressemble cette fonction. Est-ce qu'elle est croissante mais concave, croissante mais convexe, décroissante? On va donc analyser sa dérivée. La dérivée de f de n, c'est f' de n. Jusque-là, des mathématiques pures et simples. La dérivée d'une fonction de production, c'est une production, ça renvoie à la productivité marginale. On a que la productivité marginale du travail, eh bien c'est égal à la dérivée de f de n sur n, sur d de n. C'est égal à f' de n. Voilà. Maintenant, on va poser comme hypothèse, encore des hypothèses, que cette productivité marginale du travail, elle est positive et décroissante. Qu'est-ce que ça signifie? Positive, ça signifie que pour l'ajout
de 1n, eh bien, on va avoir une augmentation de la production. On va avoir une augmentation de f de n, donc une augmentation de la production. Décroissante, ça signifie que plus on ajoute de n, moins ça va être efficace. Prenons un exemple tout simple. Si j'ai un travailleur pour creuser un trou, ou pour aller dans un champ, et bien si j'en ajoute un en plus, je vais avoir une grosse productivité marginale. C'est-à-dire que je vais aller plus vite pour creuser ce trou, et qu'en plus j'ai les outils nécessaires pour le faire, donc je vais aller vite. Mais plus je vais en rajouter, au bout d'un moment, si je passe du 49e au 50e salarié, le gain de productivité sera vraiment faible. Ça ne sera pas très utile d'en avoir un 50e par rapport à un 49e. Et c'est ça que ça signifie, c'est-à-dire que plus on a de haine, plus on a de travailleurs, moins ça va être efficace. Par manque de capital peut-être, parce qu'ils vont se gêner. S'il y a 4 pelles et qu'on met un 5e salarié, il va creuser avec ses mains, ou que sais-je, mais ça va pas être très efficace. C'est là, c'est là que ça signifie décroissante. On a donc la représentation graphique suivante. Hop, hop. N et la productivité marginale du travail. Hop. Positive et décroissante, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre supérieur droit et qu'on a une droite comme ça, parce qu'une fonction a une seule variable. Voilà. On a ça, c'est bien positif, c'est bien décroissant, c'est-à-dire que plus si je suis à ce n1 ici, je vais produire cette quantité-là. Enfin, je vais avoir plutôt ce degré d'efficacité pour mes employés. A l'inverse, plus j'ajoute des n, moins j'ai de degré d'efficacité du dernier salarié. On raisonne toujours en termes de marginalité, c'est le dernier salarié, la productivité du dernier salarié. Et donc cette productivité, elle est valable peu importe le nombre de salariés. Bon, cette courbe, en général, n'est pas censée bouger. C'est-à-dire que elle est censée rester telle quelle. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel elle change, c'est si jamais il y a une augmentation de la productivité du travail. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que peu importe que j'augmente mon nombre de travailleurs ou pas, la courbe reste la même, on se déplace juste le long de la courbe. Mais s'il y a une augmentation de la productivité du travail, par exemple par le progrès technique, imaginons on découvre les machines qui permettent de creuser des trous plus vite, eh bien ma productivité des salariés va être largement augmentée, ce qui va entraîner un déplacement de la courbe vers la droite. Ça a toujours le même coefficient directeur, bien que ça soit un peu mal fait, mais c'est exactement la même, simplement on se déplace vers la droite. C'est-à-dire qu'on, pour le même nombre de salariés, on produit plus. On voit bien, pour ce nombre de salariés là, j'avais cette productivité X, et bien avec l'augmentation de la productivité, j'ai une augmentation de la productivité marginale. Voilà. Maintenant qu'on sait ça, on peut déterminer la forme qu'a notre fonction de production. Une fonction dérivée qui est décroissante et positive, ça sera une fonction de base qui est positive, croissante et concave. C'est-à-dire dont l'accélération est ralentie. J'accélère fortement au début et je ralentis de plus en plus. On pourrait imaginer dans la vie que à un moment on passe en décroissant, mais on a posé l'hypothèse qu'on était toujours positif dans la dérivée, donc ce ne sera pas possible ici dans ce modèle. Voilà, n en abscisse, y en ordonnée. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie ce graphique que pour un nombre donné de n, eh bien je vais avoir tel niveau de production. Voilà. Maintenant, il faut faire attention, parce qu'on pourrait se dire avec ces graphiques que l'entreprise a intérêt à embaucher presque à l'infini. Du moins, tant qu'elle produit assez, elle a intérêt à embaucher. Parce que la productivité marginale, elle produit d'autant plus à chaque fois qu'elle ajoute un nouveau salarié, même si c'est très peu, elle produira plus. Sauf que on raisonne en fait dans une économie en concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire que les prix déjà leur sont imposés, mais surtout les entreprises ne cherchent pas à maximiser leurs ventes,
ne cherchent pas à maximiser le nombre de leurs ventes, mais elles cherchent à maximiser leur profit. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les coûts. Donc on ne va pas produire à l'infini, on ne va pas plutôt acheter, embaucher des salariés à l'infini pour produire à l'infini, tout simplement parce qu'on a des coûts et que ces coûts à un moment vont être supérieurs aux recettes engendrées. On va donc s'intéresser maintenant à comment déterminer N. N pour les classiques, donc le nombre de travailleurs est déterminé par ce qu'on appelle le marché du travail, qui est un marché absolument comme les autres, c'est-à-dire avec une courbe d'offre et une courbe de demande qui va se croiser en un point, qui sera l'équilibre du marché. Pour cela, on va avoir besoin d'expliciter plusieurs choses. Tout d'abord, W. W, c'est le salaire nominal. C'est-à-dire, c'est le salaire que l'on a sur notre fiche de paie à la fin. Par exemple, 1500 euros. Voilà, j'ai 1500 euros, 1000 euros, 100 euros, 10 000, 5000. Bref, c'est un salaire que l'on a sur la fiche de paie, que l'on a sur notre compte. Cependant, on pose une autre hypothèse, une nouvelle hypothèse encore une fois. C'est l'hypothèse qu'il n'y a pas d'illusion monétaire. Cette hypothèse-là est très importante. C'est-à-dire que les gens savent exactement quelle est l'inflation, quels sont ses effets, quels sont les prix chez les autres concurrents, etc. etc. Il n'y a pas d'illusion monétaire. Donc on ne va pas raisonner par rapport au nominal, on va raisonner par rapport au réel, par rapport en prenant en compte le niveau des prix. On va donc avoir W sur P qui est égal au salaire nominal. Les gens vont réagir, le salaire, W sur P qui est égal au salaire réel, pardon. Les gens vont réagir par rapport à ce salaire réel. C'est-à-dire qu'ils vont prendre en compte leur salaire, ils vont prendre en compte également le niveau des prix. Imaginons, si je possède 100 euros en salaire nominal et que le prix des baguettes est à 1 euro, eh bien j'ai un salaire réel de 1. Si si j'augmente mon salaire nominal à 200 euros, on pourrait se dire je suis content, j'ai doublé mon salaire, c'est plutôt bien. Mais si le prix des baguettes passe lui à 2 euros aussi, eh bien au final on a un salaire réel de 100, c'est-à-dire qu'on n'a pas augmenté. Et les gens vont réagir tout le temps par rapport à WP, par rapport au salaire réel, et non par rapport au salaire nominal. Maintenant que cette hypothèse et que cette précision sont posées, on va pouvoir déterminer comment la demande et l'offre de travail s'articulent sur le marché. On va donc commencer par la demande du travail qui provient des entreprises. Les entreprises demandent du travail et les personnes, les particuliers, nous, on offre du travail. C'est une distinction importante à faire. Ce ne sont pas les entreprises qui vont faire je t'offre du travail, c'est plutôt les personnes qui vont faire bah moi j'offre ma force de travail, les entreprises sont là, moi je veux des travailleurs parce que j'ai besoin de produire. C'est important, c'est un lapsus qu'on a souvent tendance à faire dans la vie réelle, mais qu'il ne faut pas faire en économie et encore moins en macroéconomie. Donc, on va rappeler que pour les classiques, on raisonne toujours par rapport à un marché en concurrence pure et parfaite, CPP, qui induit plusieurs hypothèses, c'est-à-dire que les entreprises sont price takers. Elles ne peuvent pas modifier leurs prix, les prix sont une donnée exogène à elles doivent s'adapter en fonction des prix. Donc on a le salaire et les prix qui s'imposent à elles, aux entreprises, et qui s'imposent également aux personnes. Les gens ne peuvent pas modifier d'eux-mêmes leur prix, et on verra pourquoi plus tard. L'objectif des entreprises, c'est de choisir N, donc le nombre de travailleurs, et donc par conséquent la quantité qu'elles vont produire, pour maximiser leur profit, qui dépend de N. Donc on a la formule suivante, qui est que le profit qui dépend de N, eh bien c'est égal à quoi? C'est égal à recette totale moins coût total. La recette totale c'est quoi? Ce sont les prix fois les quantités, donc fois ce qu'on produit, soit f de n. Y étant égal à f de n, comme on l'a vu. Moins les coûts totaux. Les coûts totaux c'est quoi? Ce sont les salaires multipliés par le nombre de salariés. Donc petit w fois n, et pas grand W comme dans la vidéo précédente. Petit w, salaire nominal fois n. Bien, maintenant, quand on veut trouver un maximum, quand on veut maximiser quelque chose, on dérive. On va donc dériver pi' de n, c'est égal à quoi? P fois f de n, P reste, ça nous fait P fois f' de n, moins Wn, il n'y a que W qui reste, moins W. Pour maximiser, on dit que cette dérivée du profit, elle est égale à 0. Ça nous fait quoi? Ça nous fait P fois f' de n,
moins W est égal à 0. On passe le W de l'autre côté. P fois F' de N est égal à W. On isole F' de N. F' de N égale à W sur P. Et voilà, on a maximisé notre profit. On sait que le profit de l'entreprise est maximisé quand la productivité marginale du travail est égale au salaire réel. On a donc le graphique suivant du profit, pas très important mais qui peut être intéressant de toujours voir. Le profit, on sait que c'est une courbe comme ça. Et donc le profit, il est maximisé quand pour ce nombre donné, n étoiles. Bon, ça c'est un peu à mettre de côté, c'est pas très important, mais bon. Voilà. Maintenant, si on revient, on a nos deux données, la productivité marginale et le salaire réel. Si on reprend la courbe de la productivité marginale qu'on a tracée juste avant. Hop. Tac. On a F' de N, la productivité marginale du travail, N. On a la courbe qui est positive et décroissante. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a W, c'est qu'on a WP qui est quelque part également sur cet axe des ordonnées. Il peut être ici, il peut être là, il peut être là, peu importe. Tout ce qu'il faut, c'est que pour n'importe quel niveau, c'est pour un niveau donné de WP, il faut que ce niveau soit égal à F' de N, que ça aille donc jusqu'à la courbe. C'est-à-dire que, imaginons qu'on place WP ici, et bien pour maximiser son profit, l'entreprise doit embaucher un nombre de salariés tel que WP soit égal à la productivité marginale de ce nombre de salariés. Voilà. Et ça c'est vrai pour n'importe quelle valeur de WP. Imaginons maintenant que WP en fait soit à cette valeur-là, et bien l'entreprise doit embaucher ce nombre de salariés. Tout simplement. Et donc, comme on l'a vu, si jamais il y a une augmentation de la productivité marginale, une augmentation par le progrès technique, eh bien il va falloir réajuster en prenant en compte cette augmentation. Et donc, le nombre de salariés va augmenter fatalement. Voilà. Donc, quand WP bouge, on reste le long de la courbe, parce que cette courbe, on le rappelle, elle est valable pour n'importe quel niveau de WP. L'entreprise, pour n'importe quel niveau de WP, peut maximiser son profit si elle embauche le bon nombre de salariés. Et on déplace la courbe quand la demande de travail augmente ou baisse en raison d'une hausse ou d'une baisse de la productivité marginale, donc par le progrès technique. Voilà comment est déterminée la demande de travail. Les entreprises vont demander le travail tel que le nombre de la productivité marginale soit égal au salaire réel. Maintenant, l'offre de travail. On distingue deux cas pour l'offre de travail. Le premier cas, qui est que les personnes vont maximiser leur utilité. Donc pour cela, ça veut dire que quand le salaire réel est faible, WP est faible, eh bien on a une faible demande, enfin une faible offre, pardon, de travail, NS. S qui signifie offre en anglais supply. A l'inverse, si WP est fort, eh bien on a une forte offre, pardon, encore une fois, le petit lapsus, une forte offre de travail. C'est plus ce que j'écris. Voilà. Donc c'est un peu réel. Si on vous propose un boulot à 100 € par mois, vous allez probablement pas accepter, ou un peu réticent. Tandis que si on vous propose un boulot à 10 000 € par mois, bon, il y a des chances que vous acceptiez assez rapidement. On a que ça nous donne donc que NS, eh bien, sa dérivée, NS' est supérieure à 0. Donc plus W, parce qu'elle dépend de WP. Voilà. C'est-à-dire que quand plus WP va augmenter, plus ça va être croissant. Plus les gens vont avoir envie de travailler pour ce prix-là.
Donc dans ce premier cas, on obtient la courbe d'offre suivante, hop, avec toujours n en abscisse, WP en ordonnée, la courbe d'offre qui est comme ça, hop, la petite barre qui indique que c'est la population maximum, que même si les prix augmentent, on ne peut pas aller plus haut parce qu'il n'y a plus de personnes pour travailler ou qu'on n'a plus de temps. Hop, on a n max. Et voilà. Donc on a bien, plus le salaire réel est élevé, plus je vais avoir envie de travailler. Ce qui est plutôt logique. Et au bout d'un moment, soit je n'ai plus de temps à consacrer au travail parce que je travaille 24 heures sur 24, soit il n'y a plus de personnes. On peut raisonner de deux manières. Soit on raisonne à une personne et on dit que ça représente le temps de travail qu'elle va pouvoir mettre. Donc ici par exemple elle sera à 1 heure de temps de travail, là elle sera à 24 heures. Ou alors ça représente la population totale d'une nation. Donc là on imagine que là il y a 100 000 personnes qui veulent travailler pour ce WP là, et que là il y a toute la population, soit à peu près 30 millions de personnes qui veulent travailler. Voilà comment on peut raisonner là-dessus. Maintenant il y a un deuxième cas qui peut être aussi un peu proche de la réalité parce que là, dans le premier cas, on ne prend pas en compte le fait que les personnes ont des obligations, ont des charges à payer pour leur famille, doivent veiller sur leurs enfants, etc., etc., ou des prêts à rembourser. On ne prend pas en compte ça, on prend juste en compte que les gens, ils font un arbitrage entre les loisirs et le travail. Est-ce que pour ce prix, ils font l'arbitrage, est-ce que ça vaut pour ce prix-là, pour ce salaire réel, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille travailler alors que je peux jouer à l'ordi, que je peux lire, que je peux sortir, être avec mes potes, que je peux dormir, etc., etc. Il faut un arbitrage constant comme ça. Est-ce que c'est assez ce salaire pour que je me prive de temps libre? Bien pour certains oui, pour certains non. Mais on ne prend pas en compte le fait qu'ils ont des obligations financières à côté. Le cas numéro 2 est un peu plus extrême puisqu'on considère que toute la population en âge de travailler souhaite obtenir un emploi pour n'importe quel niveau de WP. On a donc le graphique suivant, toujours avec WP en ordonnée, et en abscisse. On a une droite parfaitement rigide, parfaitement verticale au niveau de Nmax. C'est-à-dire que pour n'importe quel niveau de WP, les gens vont travailler. C'est-à-dire que si WP se situe ici et est égal à 1, les gens, il y a autant de personnes qui vont travailler que si WP se situe à 100. Ça peut être plus ou moins proche de la vie réelle, puisque effectivement il y a des obligations, on est parfois obligé de travailler même pour un salaire en dessous, mais en même temps, pour certains, par exemple, les emplois hautement qualifiés, si c'est pas assez cher, les personnes ne vont pas accepter d'y aller. On prend par exemple un poste d'ingénieur aéronautique, si c'est pas assez payé, il ira voir une autre boîte. Il n'acceptera pas de travailler pour 100 euros. Alors que peut-être pour d'autres personnes, 100 euros c'est déjà mieux que rien et ils sont obligés de le travailler pour les avoir ces 100 euros. Maintenant, on a la demande qu'on a vue qui s'articule en fonction de la productivité marginale du travail qui doit être égal à WP. L'offre de travail, on va se placer dans le cas 1, qui est déterminée en plus WP est élevé, plus c'est élevé. Et ça va se rencontrer sur le marché. On a donc le graphique suivant. Voilà. La demande de travail qui est décroissante. L'offre de travail qui est croissante. Avec ici Nmax. Toujours NWP. Et donc, on se rend compte qu'il va y avoir un certain salaire d'équilibre qui va être fixé. Il y a un point d'intersection ici, et ce point c'est la base de toute l'analyse classique à peu près. C'est-à-dire que quand on est à ce point, on est dans le meilleur des mondes en fait. Ce point, qu'est-ce qui signifie? Ça signifie que on a le salaire réel rêvé, optimal, et qu'on a le nombre de travailleurs qu'il faut. Si on décompose pour les entreprises, ça signifie que pour cette valeur de WP, par exemple 50, ils vont embaucher 10 salariés. Et ça tombe bien parce que il y a exactement 10 salariés qui vont vouloir travailler pour ce salaire réel qui est égal à 50. Donc comment est-ce que ça se fixe? Eh bien ça se fixe par un jeu de tâtonnement en fait. Les gens ne sont quand même pas omniscients, ils ne savent pas exactement quel va être le salaire réel, donc ça va se faire par tâtonnement. C'est-à-dire que on va pouvoir avoir au début les entreprises qui ont fixé
un salaire supérieur à ce salaire d'équilibre. Et donc, on va avoir cette demande de travail et cette offre de travail. On voit bien qu'il y a un excès d'offre de travail pour ce salaire réel. Les gens sont très nombreux à vouloir travailler, mais l'entreprise, sa productivité marginale doit être égale, enfin, puisque son nombre de salariés doit être égal à la productivité marginale pour maximiser son profit, l'entreprise ne va pas vouloir embaucher autant, elle va embaucher moins, sinon elle ne maximise pas son profit. Elle pourrait faire plus en embauchant, avoir plus de profit en embauchant moins. Et donc, c'est toujours la valeur la plus faible qui va dicter le commandement. C'est-à-dire que là, les entreprises, eh bien, elles veulent pas embaucher plus. Donc, il va y avoir de la concurrence chez l'offre de travail, chez les travailleurs. Certains travailleurs se disent, moi, j'accepterais de travailler pour moins cher. Il va donc y avoir une pression à la baisse qui va faire baisser le salaire réel, et on va converger vers le point d'équilibre. A l'inverse, si le salaire était en dessous, les entreprises seraient en excès de demande, donc il n'y aurait pas assez de travailleurs qui acceptent de travailler pour ce prix-là, les entreprises se feraient concurrence entre elles, il y aurait une pression à la hausse du prix. Donc là, voilà comment est-ce que l'équilibre se forme chez les classiques. Maintenant, il faut prendre en compte le chômage, parce qu'il y a du chômage chez les classiques, du chômage volontaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque l'on est à l'équilibre, tel que ça va l'être dans quelques instants, il y a quand même du chômage, parce que qui dit équilibre ne dit pas qu'il n'y a pas de chômage. Mais on est quand même au plein emploi, bizarre. Comment ça se fait? Eh bien, on voit ici qu'on a N travailleurs qui acceptent de travailler pour ce salaire réel, et que c'est optimal, parce que s'il y en a plus, ça va pas, s'il y en a moins, ça va pas, les entreprises maximisent pas leur profit par rapport à ce salaire réel, si le salaire réel est trop fort, c'est pas bon, les entreprises où les travailleurs sont en excès, voilà, on vient de le voir juste à l'instant. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Nmax n'est pas égal à N étoiles. C'est donc dire qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas. On va donc diviser en deux catégories. De la gauche jusqu'à N étoiles, on va voir la population qui travaille. Et à côté, on a la population au chômage volontaire. C'est-à-dire que les classiques considèrent, lorsque l'on est à l'équilibre, que les personnes qui refusent de travailler sont des personnes qui préfèrent avoir du temps libre plutôt que de travailler pour ce salaire. Le salaire n'est pas assez attirant pour eux. Ils se disent qu'il ferait mieux de rester chez eux, de parler avec leurs amis, de boire un coup, de jouer à l'ordi, de lire, de dormir peut-être. Mais ils ne veulent pas travailler pour ce salaire réel, il est trop petit. Pour les classiques du coup, il n'y a pas de chômage involontaire normalement. Cependant, il peut exister des rigidités liées au marché du travail qui vont faire qu'il y a du chômage volontaire. C'est leur analyse actuelle du chômage. C'est-à-dire que, hop, on refait les deux courbes. Les classiques sont très friands de ce type de graphique, hein. C'est un peu leur vie. Voilà, Nmax, NWP. Imaginons qu'on mette en place un salaire minimum, un SMIC. Évidemment, l'État va placer ce SMIC au-dessus du salaire réel d'équilibre, parce qu'il trouve qu'il n'est pas assez haut. On va donc avoir un salaire qui est plafonné ici. Les entreprises ne peuvent pas descendre plus bas. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, comme on l'a vu, les entreprises, pour maximiser leurs profits, vont se reporter à la courbe de productivité marginale et dire il me faut tant de travailleurs. Très bien. Là, les entreprises, pour ce nombre de travailleurs-là, elles sont contentes. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que les entreprises, pour ce nombre de travailleurs, elles sont contentes, elles ne sont pas en défaut ou quoi. Elles maximisent leur profit par rapport à ce salaire réel, c'est tout ce qui leur apporte. Mais à l'inverse, le nombre de personnes qui souhaitent travailler pour ce haut salaire réel a fortement augmenté et est largement supérieur à la demande de travail. Et normalement, on l'a vu,
il y a un jeu de tâtonnement qui fait qu'il va y avoir une pression à la baisse parce que concurrence de l'offre de travail, concurrence à la baisse, le salaire réel va baisser, les entreprises vont augmenter leur nombre de travailleurs pour maximiser leur profit et le nombre de travailleurs qui souhaitent travailler va diminuer jusqu'à ce que les deux soient égaux. Or là on ne peut pas parce que c'est un salaire fixé par l'État minimum. Donc il y a des rigidités à la baisse, on ne peut pas baisser plus. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que, comme je l'ai dit, c'est toujours le plus bas qui gagne. C'est-à-dire que les entreprises vont embaucher ce nombre de personnes, ce nombre de personnes va travailler. Le nombre de personnes au-dessus de l'offre, eh ben eux, c'est du chômage volontaire. C'est-à-dire que même pour ce prix-là, ils ne veulent pas travailler, ils ont la flemme de travailler, ils ne veulent pas. Donc eux, ils sont au chômage volontairement. Mais entre les deux, la différence entre NS et ND, eh bien c'est le chômage involontaire. Ces personnes aimeraient bien travailler, involontaire, ces personnes aimeraient bien travailler, mais elles ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas d'emploi pour elles. Parce que le salaire réel est trop fort. Et c'est en partie ce qui explique le chômage dans nos sociétés actuelles suivant les classiques. Il y a des rigidités à la baisse, les entreprises ne sont pas libres de fixer le salaire qu'elles veulent, enfin qu'elles doivent mettre en place, donc il y a du chômage involontaire. Voilà comment est-ce qu'on explique le chômage pour les classiques. Donc les rigidités ont plusieurs causes. Ça peut être un SMIC, mais ça peut également être un syndicat. Alors un syndicat, pourquoi? Eh bien en fait parce que le syndicat va pour une entreprise donnée augmenter le salaire, va faire des pressions, des grèves, etc. pour augmenter le salaire. Et bien à ce moment-là, le salaire est augmenté sur une entreprise, mais nous sommes en CPP. Puisque le salaire est augmenté sur une entreprise et qu'il n'y a pas d'illusion monétaire, les autres personnes, les autres salariés des autres entreprises vont être au courant que les salaires pratiqués pour l'autre entreprise sont plus élevés. Ils vont donc faire des pressions pour avoir plus de salaire aussi. Le salaire va augmenter, rigidité à la baisse parce que les salariés ne voudront pas revenir comme avant, chômage involontaire. Maintenant, dans un exercice qui vous demande d'analyser, de faire de la statique comparative, que se passe-t-il si WP augmente, si l'offre de travail augmente? Il faut juste se reporter au graphique, faire la situation et déterminer ce qui se passe. C'est pas très compliqué, il faut un peu de rigueur, il faut comprendre les mécanismes expliqués plus haut, il faut comprendre les étapes et pourquoi ça monte. Donc on rappelle que la courbe de demande des entreprises, la courbe de demande, ne se déplace que s'il y a progrès technique. Sinon, on reste toujours sur la courbe. S'il y a un changement de W, de P, on reste sur la courbe.